I hope that this year will be the last year we demanding for justice and the world make anything to hold Assad regime accountable and all people who commit crimes against Syrian civilians. Thank you. Été 2023. Un rassemblement pour commémorer le 10e anniversaire de l'attaque chimique sur la Ghouta orientale en Syrie. Lubna Al-Kanawati se bat pour que la justice soit rendue. Le 21 août 2013, plus de 1400 personnes ont trouvé la mort selon les ONG. Une attaque qualifiée de crime de guerre. قد مرقت علي مجازر شاركت بإسعافها بالغوطة بس مثل هذا اليوم أنا لم أشهد. مجزرة 2013 لن تمحى من ذاكرتي. Il y a 26 dossiers qui concernent des crimes commis par le régime syrien à l'encontre de sa propre population. خوف مسيطر علي إن بالظهور الكامل لتقديم شهادتي. كان الشهود يترددوا لأنه عائلته بسوريا وبتتصفى بكل بساطة إذا ظهر اسمه بطريقة أو بأخرى. La difficulté, c'est que nous ne pouvons pas nous rendre sur ce territoire et que nous ne collaborons en rien avec le régime syrien. Je vais vous assister, nous allons aller dans le cabinet des juges d'instruction. Vous allez pouvoir parler ouvertement et sans inquiétude de l'ensemble de votre témoignage. I'm nervous. لذلك بدأت الجريمة من إخفاء الأدلة على الأرض والعمل على قطع أي طريق للOPCW للوصول للداخل السوري. Il a fallu pour le régime syrien mettre en place tout un système pour pouvoir continuer à financer ces crimes. إحنا آلاف الشهود بيوم من الأيام رح يوصل صوت ورح يتحاكم. Aujourd'hui encore, Lubna est hantée par les souvenirs de l'attaque de 2013. La nuit du 21 août, la Ghouta orientale est attaquée au gaz sarin, un agent neurotoxique mortel. Les victimes, dont beaucoup de familles, ont été surprises dans leur sommeil. Cette région était le bastion de l'opposition syrienne près de Damas. Plus de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants. L'attaque serait attribuée au régime de Bachar al-Assad. C'est l'une des plus meurtrières dans les régions qui se sont soulevées contre le gouvernement en 2011. Plus d'une dizaine de roquettes chimiques chargées de sarin ont frappé les quartiers d'Ain Tarma et de Zamalka, à l'est de Damas. La zone était complètement assiégée par les forces syriennes. Lubna est réfugiée en France depuis 2021. Au moment de l'attaque, elle vivait à Mesraba. Elle était graphiste et possédait l'une des rares imprimantes encore opérationnelles dans la Ghouta orientale. Elle a aidé les familles en imprimant massivement leurs avis de décès. Le souvenir le plus marquant, c'était un homme qui m'a demandé d'imprimer un avis de décès pour 22 membres de sa famille. En réalité, c'était une feuille A5 avec les noms qu'il voulait coller dans les Corans à disposition dans les mosquées pour que les gens prient pour eux lorsqu'ils les ouvrent. Le défi pour moi, c'était de trouver une solution pour imprimer 22 noms sur une si petite feuille et qu'ils restent lisibles. Après le massacre, j'ai passé environ plus d'une semaine à imprimer des avis de décès et des photos des personnes tuées dans le massacre. J'espère un jour imprimer des actes d'accusation pour rendre justice à ces personnes. Même si je ne travaille plus comme graphiste, je serai heureuse.
2 mois après l'attaque, un rapport de l'ONU confirme l'utilisation d'armes chimiques dans la nuit du 21 août 2013. Ces révélations sont venues appuyer les poursuites aux chefs de crimes contre l'humanité dans plusieurs pays européens. Cela fera l'objet d'une plainte déposée au tribunal judiciaire de Paris en 2021 par le Centre syrien pour les médias et d'autres ONG. L'accusation qui pèse contre le gouvernement syrien, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les activités de Lubna dans la Ghouta lui ont permis d'obtenir des informations précieuses pour la justice. Le but, reconstituer le fil des événements de l'attaque. Aujourd'hui, elle rencontre son avocate, juste avant son audition au tribunal. Je vais vous assister. Nous allons aller dans le cabinet des juges d'instruction. Il s'agit de 2 femmes, juges d'instruction, qui connaissent bien le dossier, avec lesquelles vous pouvez vous sentir dans un endroit safe et avec lesquelles vous allez pouvoir parler ouvertement et sans inquiétude de l'ensemble de votre témoignage et des faits que vous avez subis. 16th floor. Yeah. L'une des victimes est de nationalité française, ce qui rend le parquet antiterroriste compétent pour cette affaire. I'm nervous. Nous n'avons pas pu assister à l'audition de Lubna. L'enquête est toujours en cours et demeure confidentielle. Créé en 2019, le parquet antiterroriste est en charge des affaires de crimes de guerre et de génocide en Syrie. Il y a 43 dossiers, il y en a 26 qui concernent des crimes commis par le régime syrien à l'encontre de sa propre population. La difficulté, c'est que, premièrement, nous n'allons pas en Syrie. Nous ne pouvons pas nous rendre sur ce territoire. Et la deuxième, c'est que nous ne collaborons en rien avec le régime syrien. Il faut donc trouver d'autres moyens pour réunir les preuves. Toute la difficulté dans ce dossier, c'est de rassembler les éléments nécessaires pour ouvrir les enquêtes judiciaires. Les auteurs potentiels des violations occupent toujours des postes de pouvoir en Syrie. En 2014, la France ainsi que d'autres pays occidentaux cherchent à faire condamner le régime devant la Cour pénale internationale. Le régime utilise toutes les armes possibles et parfois les pires. Nous avions dénoncé l'utilisation des armes chimiques, un accord avait été trouvé et si des traces de nouveau sont observées, nous utiliserons tous les moyens de droit pour une nouvelle fois faire condamner le régime et faire valoir des sanctions. Les États-Unis avaient déjà tracé une ligne rouge. Notre ligne rouge, ce sera quand on verra des armes chimiques être déplacées ou être utilisées. La ligne rouge ne tiendra pas. Malgré l'insistance de la France, l'administration américaine renonce à une intervention et plaide pour l'instauration par les Nations Unies d'un régime de contrôle des armes chimiques. Toutes les condamnations du régime de Bachar al-Assad se heurtent à un double veto au Conseil de sécurité. La Russie exercera son droit de veto à 6 reprises et bloque toute décision liée à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Imaginez qu'après des jours de fatigue et d'efforts, tout s'arrête à cause d'un veto, à cause d'un représentant d'un État qui lève la main au Conseil de sécurité. Ça a un impact direct sur les civils. Tout retard dans le processus judiciaire se fait au détriment de la vie des victimes. Ce blocage diplomatique a un impact direct sur le travail d'Awais Al-Doubouch. Il enquête pour des ONG et aide les autorités françaises à identifier et poursuivre les criminels de guerre. Le régime a délibérément dissimulé les preuves de crime en commençant par la destruction des charniers, jusqu'à faire pression sur les médecins présents dans la Ghouta orientale et falsifier leurs témoignages. Il a aussi transporté certains corps vers des lieux secrets loin de Damas. Le régime veille à masquer des preuves et bloquer le travail de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques et l'empêcher d'accéder à l'intérieur de la Syrie, à l'exception de quelques inspecteurs qui ont pu accéder aux zones autorisées par le gouvernement.
L'usage des armes chimiques ne s'est pas limité à la Ghouta. Le réseau syrien pour les droits de l'homme a documenté 217 attaques chimiques menées par le régime et 5 orchestrées par l'État islamique dans le nord du pays. Les Syriens ont été contraints de recueillir eux-mêmes des preuves dans les décombres. Un travail essentiel pour que la justice française puisse avancer de son côté. Aussi des enregistrements, des vidéos. Nous pouvons même avoir aussi de la documentation. Tous ces éléments-là sont rassemblés et un à un, nous avançons dans le dossier. En novembre 2023, les juges d'instruction émettent 4 mandats d'arrêt contre le président syrien Bachar al-Assad, son frère Maher al-Assad, Hassan Abbas, directeur au Centre d'études et de recherche scientifiques, et le général Bassam al-Hassan, officier de liaison entre le palais présidentiel et le CERS. C'est dans ce centre que le gouvernement syrien développe les armes chimiques. Un centre placé sous le coup de sanctions économiques occidentales depuis 2012. Ces sanctions qui ont été édictées au niveau international ont petit à petit prohibé d'abord de voyage un certain nombre d'individus en Europe, aux États-Unis, et puis également qui ont interdit toute activité de commerce avec le régime syrien et les entités sous le contrôle du régime syrien. Clémence Bechtart collabore avec la Fédération internationale des droits humains. Son objectif, établir la complicité de certaines entreprises avec le régime syrien. C'est un autre chapitre des poursuites qui s'ouvrent. Malgré les sanctions, il a fallu pour le régime syrien mettre en place tout un système pour pouvoir contourner les sanctions principalement occidentales et pouvoir continuer à se financer et à financer ces crimes. Car pour contourner les sanctions, le régime syrien doit passer par des intermédiaires. Selon le département du Trésor américain, Yonastar est au cœur de ce réseau. La compagnie est soupçonnée d'aider l'armée syrienne à se procurer du matériel pour fabriquer des armes, dont les armes chimiques. Yonastar est visé par les sanctions occidentales. À sa tête, Salah Habib, un homme d'affaires franco-syrien. En 2021, la justice française le met en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et le frappe d'une interdiction de sortie du territoire. Ce sont des enquêtes extrêmement complexes qui nécessitent du temps, qui nécessitent aussi beaucoup de coopération internationale, comme toutes les enquêtes qui concernent la Syrie, mais là encore plus parce que ces transactions financières concernent de multiples pays. Donc il s'agit aussi de dépendre sur des coopérations quand cela est possible, et cela prend du temps. Et donc, il est vraiment trop tôt pour dire aujourd'hui quand est-ce que cette instruction pourrait se terminer et quand est-ce qu'un procès pourrait peut-être être organisé en France. Nous contactons l'avocat français de Salah Habib qui nous oppose un démenti formel. Allô ? Allô, bonjour, maître Bouquier. Oui. Elle va traiter dans notre reportage l'affaire de monsieur Salah Habib. Le seul commentaire que je peux vous dire, c'est que mon client conteste catégoriquement être complice d'un quelconque crime contre l'humanité. Nous retrouvons Loubna Al-Kanawati dans son appartement. Elle s'apprête à se rendre à La Haye pour participer à une conférence organisée par une dizaine d'ONG syriennes. La première dédiée aux armes chimiques. Je t'ai montré les tableaux que j'ai achetés sur la dépression et sur la tristesse et sur les émotions en général. Regarde, chaque dessin porte un nom. Je ne les ai pas encore accrochés parce que mon fils me dit qu'ils sont très glauques. Ils sont beaux, non ? Ça ressemble à mes propres sentiments contradictoires. Coucou, viens checker la valise. Tu veux entrer dans la valise et partir avec moi ? Coucou.
Cette période est très tendue après le mandat d'arrêt. Le témoignage, les interviews et toutes ces discussions sur les crimes, c'est épuisant. Il faut endurer tellement de souffrances pour espérer obtenir la reconnaissance des crimes commis. Cette conférence est le fruit de 2 ans de travail et de lobbying intensif. L'enjeu est colossal. Établir un tribunal exceptionnel pour poursuivre tous les responsables des attaques chimiques dans le monde. Il viendrait compléter les organes existants, comme la Cour pénale internationale. Une amie m'a appelée pour nous féliciter pour l'émission des mandats d'arrêt. Elle m'a dit qu'elle enviait les Syriens, car au moins il y a un mandat d'arrêt. Alors que les Kurdes, à Halabja, malgré la chute du régime de Saddam Hussein, ils n'ont jamais vu ce dernier condamné pour l'attaque chimique. À mon avis, si Saddam avait été condamné, Bachar n'aurait pas osé commettre ces crimes. Et de même, si Al-Assad est traduit devant la justice, cela pourrait dissuader d'autres dictateurs de commettre de tels actes. Ibrahim Olabi est l'un des avocats qui plaident pour la mise en place de ce nouveau tribunal. Il rappelle que les réfugiés syriens ont une place centrale dans la progression des enquêtes judiciaires. Ce n'est pas de notre faute si nous nous sommes retrouvés en Europe à cause de violations telles que l'utilisation d'armes chimiques et d'autres actes qui nous ont donné accès à ces tribunaux. Quand les gens disent que ce sont les juges français qui ont émis le mandat d'arrêt, allez lire les communiqués de presse pour voir comment ils ont commencé ce travail incroyable. Prochaine étape, signer un traité multilatéral. Ce serait une décision historique. Quant au procès de Bachar al-Assad, il reste loin de se concrétiser malgré le mandat d'arrêt émis par les juges français. Le président syrien, toujours en exercice, bénéficie d'une immunité reconnue par tous les tribunaux. La Cour d'appel de Paris doit statuer sur la validité de ce mandat d'arrêt. Des mandats d'arrêt ont été requis et ces mandats d'arrêt ont été lancés et vont aboutir, un jour ou l'autre, à un procès. Les procès auront lieu en France, y compris en l'absence des accusés. Ça, c'est une avancée que nous souhaitons. À la suite de ça, il y aura une décision de justice. Elle aura une portée symbolique forte, mais elle pourra avoir, par la suite, une portée effective. Nous retrouvons Awais Saldoubouch, l'avocat syrien qui travaille sur les enquêtes relatives à son pays d'origine. Ce jour-là, il participe à une conférence en ligne destinée au public syrien. Avec d'autres intervenants, il explique les démarches judiciaires initiées en France. Bonsoir à tous, bonsoir Eva. On va essayer de répondre à toutes les questions. On constate que les rôles des ONG et des témoins sont essentiels dans les dossiers juridiques. Mais il y a aussi beaucoup de défis, notamment en France. Vous pouvez nous en dire plus? L'un des défis majeurs auxquels les Syriens sont confrontés est la peur des témoins. Lorsque quelqu'un témoigne devant les autorités judiciaires, il craint que son nom apparaisse dans le dossier. Et malgré les mesures de protection des témoins, le dossier peut être consulté par un avocat de la partie adverse. Cela conduit à l'hésitation des témoins. La plus grande crainte étant que si la famille est en Syrie, elle risque tout simplement d'être tuée si le nom est mentionné d'une manière ou d'une autre. Sans les témoignages des réfugiés syriens, il est presque impossible pour les ONG d'obtenir l'ouverture des enquêtes en France. Mais la protection de ces témoins est un enjeu crucial. Cette femme faisait partie des citoyens qui ont aidé les victimes de l'attaque du 21 août 2013, acheminées dans la ville de Sakba. Nous l'appellerons Salwa. Même si elle a le statut de réfugiée en France depuis près de 3 ans, elle craint toujours de témoigner devant la justice.
أنا ما عم تتأمل لي الحماية الكافية لا إلي ولا لعائلتي ولعائلتي أهم شيء لعائلتي اللي موجودة عند النظام. خوف مسيطر علي إن بالظهور الكامل لتقديم شهادتي. قد ايه مرقت علي مجازا شاركت بإسعافها بالغوطة وضربات، بس مثل هذا اليوم أنا لم أشهد. لكن مجزرة 2013 لن تمحى من ذاكرتي. Lors de l'attaque, les installations médicales dans la région ont été bombardées. Avec son père médecin, Salwa est allée secourir les blessés. النقطة اللي كنا رايحين عليها هي مدرسة. السيارات كانت عم تجيب الناس وترحشهم بالأرض صراحة. لأنه بدها تلحق تروح تجيب قد ما فيها ناس. فتنا على من الباب، الناس لا تعد ولا تحصى بالأرض. المي معباية الأرض، أجهزة الاستنشاق في 2 أو 3 بالأراضي، إبر الأتروبين بالأرض، حالة فوضى عارمة. أساساً مكان مو طبي، مكان هي مدرسة. لكن من هول المصيبة ومن كثرة الأعداد الإصابات ما عاد النقص الطبية لحق. Les victimes du sarin souffrent de détresse respiratoire aiguë. للحظة على باب المدرسة انهرت. المنظر تقشعر له الأبدان. أطفال تحتضر، عم تختلج، نساء عم تختلج. دام حسبنا الله ونعم الوكيل. أب يحضن ابنه. كان عندنا حلين لإعطاء العلاج، هو أتروبين وريدي أو أتروبين استنشاق. S'ils sont soignés rapidement avec de l'atropine, les blessés ont une chance de survie. طلعت بوالدي، والدي كان عم يسعف حدا، قال لي شو بكي؟ مالك قدرانه لفي وارجعي وما بتستاهلي تكوني ممرضة. فأنا هون رجعت استجمعت قواي. أول حدا للأسف كان في خالة كبيرة بالعمر شوي، يعني بعيدة عن الباب شوي، كانت عم تحتضر. ركضت تجيب أتروبين بس لساعدها اقدر يعني أعطيها شيء وريدي، للأسف توفت بين إيدي. De février à avril 2018, une offensive dévastatrice permet au régime syrien de reprendre le contrôle sur la région de la Ghouta orientale. تركنا السقبة، طبعا أنا وزوجي وبنتي، كونه معي طفلة، نحاول ننجو فيها لآخر لحظة. آخر شهرين بالتصعيد الأخير بال 2018 انضرب كلور بحموريا، كنا نحن وقتها بالأقبية، فنحن استنشقنا غاز كلور. Des rapports de l'ONU confirment que le gouvernement syrien a utilisé le chlore à plusieurs reprises. Le régime reprend ainsi le contrôle sur la région très stratégique pour lui, qui relie Damas à d'autres gouvernorats. Bachar al-Assad annonce une énorme victoire avec le soutien russe. Il se dit fier d'avoir gagné le combat contre les terroristes. نحن بالتهجير الأخير ب 2018 خرجنا من الغوطة لما استرجع النظام الغوطة وقدم خيار التهجير، يا البقاء تحت حكمه وأكيد رح نعتقل أو يتنكل فينا أو ما بنعرف شو رح يصير فينا. Dans le cadre d'un accord parrainé par la Russie, plus de 150 000 personnes seront évacuées par un corridor vers la région d'Idlib, dans le nord du pays. مشاهد
يوم التهجير لا تشبه مشاهد يوم المجزرة، لكن بيشتركوا بكثير نقاط. فهي كارثة هائلة يصعب على العقل البشري إنه يستحملها. Sous le contrôle du régime, les habitants subissent des violations graves. Ils alertent aussi sur les tentatives de dissimulation des crimes chimiques. Jusqu'à présent, l'ONU demande des informations au régime sur son arsenal chimique. En vain. المجرم بيحاول يخفي الدليل بأي طريقة تخفي إدانته، بس هو مدان. نحن آلاف الشهود على المجزرة. بيوم من الأيام رح يوصل صوتنا ورح يتحاكم. طريق العدالة طويل، لكن بالنهاية أنا دائما عندي الأمل إنه كل شيء تمنيته رح يتحقق لما تتحقق العدالة.